Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À la mémoire de Georges Yves Kervern, le père d'Essinini. À ma femme, mes enfants et petits-enfants. Remerciements. Cet ouvrage est issu d'une thèse de doctorat, Sciences de l'ingénieur, présentée initialement avec l'intitulé suivant, Contribution de la syndynique au traitement judiciaire des accidents collectifs. Elle a été soutenue à l'Université d'Angers, le 28 novembre 2011, devant un jury composé de Monsieur Antoine Beguin, maître de conférence Université d'Angers, co-encadrant et examinateur. Monsieur David Bigot, professeur Université d'Angers, directeur de thèse et examinateur. Monsieur Christian Delvosalle, professeur Université de Mons, Belgique, examinateur. Monsieur Claude Linard, professeur Université de Strasbourg, rapporteur. Monsieur Yves Mortureux, SNCF, membre invité. Madame Catherine Mouneyrac, professeur Université catholique de l'Ouest, examinateur et présidente du jury. Monsieur Hubert Seillant, membre invité. Madame Isabelle Soyer, maître de conférence Université d'Angers, co-encadrant et examinateur. Monsieur Frédéric Van der Hagen, professeur Université de Valenciennes, rapporteur. Nous les remercions ici d'avoir bien voulu siéger dans ce jury. Qu'il nous soit permis également de remercier le professeur David Bigot qui a accepté de nous prendre dans son laboratoire et de diriger ce travail universitaire. Madame Isabelle Soyer, de l'IMIS Estua, qui nous a soutenus et encouragés tout au long de cette recherche. Maître Antoine Beguin qui nous a suivis et conseillés pour tous les aspects juridiques. Merci à Pierre de Boisanger d'avoir relu avec une très grande attention ces feuillets, et pour toutes les remarques qu'il a bien voulu nous faire notamment concernant la culture et les valeurs animant chacun des groupes d'acteurs étudiés. Merci à Sylvie Hamel d'avoir avec un œil neuf et aiguisé, relu et corrigé patiemment les feuillets de cet ouvrage. Ouvrage du même auteur. La fiabilité humaine dans l'entreprise. Jean-Louis Nicolet et Jean Sellier. Édition Masson 1984. Catastrophe ? Non merci. Jean-Louis Nicolet, Annick Carnino, Jean-Claude Vaner. Édition Masson 1990. Et si les risques m'étaient comptés ? Guy Planchette, Jean-Louis Nicolet, Jacques Valencogne. Édition Octar 2002. Risques et complexité. Sous la direction de Jean-Louis Nicolet. Institut Frédéric Herboul. Édition L'Harmattan 2010. Citation. L'homme est le terme unique dont il faut partir et tout ramener. Denis Diderot, Encyclopédie. Qui dit homme dit langage, qui dit langage dit société. Claude Lévi-Strauss. Juger c'est de toute évidence ne pas comprendre puisque si l'on comprenait, on ne pourrait pas juger. André Malraux. Les Conquérants. Préface de Patrick Lagadec, La Chouette de Minerve. Jean-Louis Nicolet nous plonge au cœur d'un formidable défi. La compétence, la volonté, la responsabilité de l'homme et des sociétés dans la maîtrise des risques à l'âge de la complexité. Comment assurer cette sécurité systémique ? Comment juger lorsqu'il y a eu défaillance ? Ce serait déjà là un défi imposant si nous vivions encore dans des sociétés stables, aux technologies établies, aux organisations bien assises, aux activités bien délimitées et relativement indépendantes, en contexte écologique, économique, sociopolitique et culturel bien ancré. Il s'agirait alors simplement de s'assurer que les nomenclatures et règles voulues sont bien pensées, ajustées, respectées, de mesurer en cas de défaillance les fautes commises et d'en faire découler logiquement les jugements à énoncer. Cela fut en quelque sorte l'épure de référence, jusque dans les années 1970 à 1980. Une série de textes, un examen point à point des écarts constatés et une mesure de la faute à l'aune de ces écarts entre l'observé et le prescrit. Pareille approche a déjà permis d'extraordinaires progrès dans la conquête des risques, arrachés au seul bon vouloir des dieux capricieux, comme le rappelle Peter Bernstein, Against the Gods, The Remarkable Story of Risk 1996. Les meilleures décisions sont fondées sur la quantification et les nombres déterminés par les modèles du passé. Page 6,
La tâche est alors d'accumuler les observations, d'enrichir les nomenclatures et de mesurer les écarts coupables en cas d'accident. Avant de regarder au-delà de cette première ligne d'horizon élémentaire, il convient de souligner avec force que cette vision reste d'actualité et en partie pertinente. La complexité que nous devons prendre en compte de façon de plus en plus pressante ne saurait faire oublier les prescriptions élémentaires. Certes, il y a toujours de la surdétermination, mais il y a tout de même des prescriptions dont l'observation ne saurait être hâtivement diluée dans une phraséologie de complexité. Il serait grave de tout noyer dans un marais de complications, là où des barrières basiques ont été ignorées, là où la sécurité a fait clairement défaut, voire a été piétinée de façon délibérée. Cette mise en garde énoncée, il nous faut cependant aller au-delà de cette cosmologie première. Dans une très large mesure en effet, les risques ne s'inscrivent plus dans ces jardinets tirés au cordeau, bien connus et sous contrôle. La faute ne relève plus uniquement, et cela de moins en moins, de quelque écart individuel inscrit dans le registre de la délinquance manifeste quasiment volontaire. La sonnette d'alarme fut tirée dans la décennie 1970 tant en France qu'en Angleterre, après l'incendie de la raffinerie de Feyzin 1966 et l'explosion de Flixborough 1974. On commença à sortir le contrôle des risques du seul domaine des inspecteurs juristes soucieux de l'observance des normes. On se résolut, certes avec résistance, à envisager la sécurité sous des angles bien plus complexes et appropriés à des systèmes précisément complexes eux aussi. Le rapport publié sous la responsabilité de Lord Robbins sur la santé et la sécurité au travail, Royaume-Uni 1972, souligna de façon lumineuse que l'on était arrivé à un palier et à des rendements décroissants en matière de maîtrise des risques industriels, et qu'il fallait repenser de fond en comble la question des risques et de leur maîtrise. Le constat était clair, la méthode Bottin, Telephone Directory Method, ne suffisait plus. L'avantage, elle explosait en vol. Ajouter des textes à des textes, des chiffres à des chiffres, ne donnait plus rien d'intelligible et de responsable. L'échelle des installations, la complexité technique, les interdépendances, l'importance des déterminants économiques, exigeaient des visions et des pratiques profondément repensées. Il fallait passer de logiques statiques à des logiques dynamiques, passer du contrôle administratif ex post à une dynamique de responsabilité beaucoup plus inventive, de la conception au démantèlement. Il fallait d'autres capacités en matière d'analyse de risque, de retour d'expérience, de politique générale de sécurité. En termes scientifiques et de modélisation, la réponse magistrale à cette ardente obligation est venue avec la méthode syndinique pensée et développée par Georges-Yves Kervern. Elle est superbement exposée et mise en mouvement dans ce livre de Jean-Louis Nicolet. Dans des systèmes complexes, interdépendants, on ne peut plus se contenter d'une lecture simpliste. Quelques éléments isolés, quelques règles particulières, quelques acteurs qui ont l'avantage d'être bien visibles, le tout aboutissant à des schématisations apparemment convaincantes mais bien pauvres, s'abattant sur quelques individus offerts comme boucs émissaires commodes, satisfaisant à la règle d'évidence élémentaire d'autant plus prisée qu'elle vient opportunément fermer toute interrogation dérangeante. Pareil enrichissement par les syndiniques est devenu indispensable avec la nouvelle échelle de nos risques, les interdépendances croissantes, les interactions entre technologie, économie, culture, etc. C'est là l'univers du risque majeur, non pas seulement risque plus lourd, mais risque débordant de ces épures conventionnelles, en termes de poids, de vitesse de survenue, de développement, d'effets dominos, de difficultés de compréhension et de multiplication des acteurs. Davantage et bien plus essentiel, le terme majeur fut introduit, Lagadec, 1979-1980, pour souligner que l'on devait faire muter nos paradigmes. Un risque qui déborde de l'enceinte industrielle fait exploser le registre technique, car il exige des analyses, des suivis, des processus, des cultures bien différentes de celles qui suffisaient antérieurement. Il fait exploser le registre de la responsabilité. Le citoyen à l'extérieur devient légitime dans sa demande d'information, dans ses exigences en termes de participation au choix des risques. Il fait exploser le registre de l'examen ex post, car la question des causes devient autrement plus complexe que par le passé. On passe de la lecture directe d'écart à la construction d'une intelligence de la dynamique générale ayant conduit à la défaillance. C'est bien là l'objet du travail en profondeur de Jean-Louis Nicolet.
décortiquer les réalités complexes que nous devons désormais dominer en termes de risques, et interroger le droit désormais lui aussi aux prises avec des univers de haute complexité technique. L'auteur, fort de plusieurs décennies d'expertise tant technique que judiciaire, le fait à travers une auscultation précise de nombreux cas concrets d'accidents et de jugements. Son objectif ? Nourrir la réflexion pour ajuster la scène judiciaire aux réalités de notre temps. Cette scène judiciaire est cruciale, aussi bien pour faire justice que pour prévenir, elle se doit donc de rester pertinente. Il faut mesurer la difficulté de la tâche, et certainement aussi l'épreuve que cela constitue. Pour les ingénieurs, à l'évidence, sommet désormais de penser et de faire dans un monde autrement plus complexe que celui de la technologie élémentaire. Pour le droit tout autant sinon davantage. Il est difficile et très éprouvant de devoir passer d'une cartographie à une autre, d'une lecture bien claire et sous garantie de conformité, à des approches qui vont immédiatement sembler bien opaques, incertaines, mal assurées. Pourtant, et Jean-Louis Nicollet le montre de façon implacable, il n'est pas question ici d'en rester aux conceptions et pratiques d'antan au prétexte qu'elles seraient plus sûres, et surtout plus conformes aux habitudes du monde du droit. Toute stratégie ancrée sur des logiques dépassées ne peut qu'échouer, et perdre rapidement tout crédit. Le droit ne peut se permettre pareil destin. En tant que pilier de nos systèmes démocratiques, il lui faut absolument être à la hauteur de son objet. Plus que d'autres disciplines, il se trouve confronté à des mutations difficiles. Descartes porte si directement vers des qualifications dans les règles, à des logiques de séparation, d'addition, de chaînes de causes aisées à suivre ou remonter. Il faut soudain se faire au complexe, et plus encore au majeur, c'est-à-dire à ce qui, par essence, déborde des schémas, des échelles, des visions, des boîtes à outils. Le droit à l'épreuve du risque majeur se résume là. Comment une grande tradition intellectuelle et pratique, essentielle à la démocratie et décisive en termes de prévention comme de réparation, se voit interrogée, bousculée, sommée de se transformer, en raison de mutations brutales dans le monde de nos activités industrieuses. Comment les transformations nécessaires peuvent se penser, s'opérer, se développer pour que le défi soit effectivement relevé au profit de tous. Il faut, pour assurer ce voyage au pays du risque majeur, un solide cadrage théorique de référence. Jean-Louis Nicollet nous le fournit de façon précise et forte avec la grille syndinique, explicitée et appliquée de façon aussi rigoureuse que lumineuse. Il faut jeter des ponts nouveaux entre risques majeurs et pratiques du droit. Le livre nous l'offre de façon remarquable. En matière de réponse, un des grands pièges de notre époque, confronté dans tous les registres à ces risques majeurs, est d'opposer au vide de sens et de pertinence opérationnelle, la complication des raisonnements, l'usine à gaz organisationnelle, la surenchère de détails et finalement le simplisme de quelques slogans. Au contraire, nous devons relever le défi en faisant des propositions, en expérimentant, en observant, en corrigeant, et toujours avec cette conviction qu'en univers de haute complexité le sentiment avoir trouvé la boîte à outils définitive, relève toujours de l'illusion. L'auteur sait se battre avec des questions difficiles, et nous propose notamment une très stimulante réflexion pour ouvrir une autre scène judiciaire. Certes, toute proposition est une prise de risque. Mais sur ces sujets, refuser le risque sans tenir aux sécurités d'hier, c'est assurément courir et faire courir de très grands risques. Davantage, il nous faut devenir explorateurs. Non pas seulement le bon accompagnateur qui dispose de la bonne carte, et sait conduire par les chemins balisés. Mais celui qui sait ouvrir, proposer, construire, corriger, en univers inconnu. Cela va devenir crucial. Car nous allons bientôt rencontrer, c'est d'ailleurs largement déjà le cas, mais on tente de se le dissimuler, des univers encore bien plus complexes que ceux ayant conduit à la production de la Syndini. Nous voici en effet confrontés à des mutations sauvages et brutales nous faisant passer de la complexité à l'illisible, du couplage serré aux interdépendances totales, de la vitesse à l'instantanéité absolue, de la crise événement à la crise, trou noir, de l'incertitude à l'ignorance. Nous voici aux prises avec ce que Rittel et Weber 1973 ont qualifié de problèmes diaboliques, wicked problems. Il n'y a aucun accord sur la définition du problème. Plus radicalement, l'idée même de définition du problème ne tient plus. Il n'est plus question de pouvoir cerner les causes, les composantes du problème. Il n'y a pas de solution technique au problème. Tout apport de solution fait muter le problème.
Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais amélioration ou aggravation de la situation. Toute intervention devra être fondée sur le jugement, les considérations techniques ne suffiront pas. L'incertitude est globale, sur toutes les composantes du problème comme sur les résultats possibles de toute intervention. Les valeurs de référence font elles aussi partie de la construction du problème. La pensée probabiliste devient inopérante. Dans la mesure où toute action transforme globalement l'état du système et de son environnement, les stratégies essais-erreurs ne sont plus praticables. Chaque action est à un coût. Telles sont bien les caractéristiques de l'univers des méga-chocs et des méga-crises, très éloigné de celui des risques et événements crises jusqu'ici considérés. Le point de départ ne doit plus être l'événement, le domaine des crises doit se détacher de façon nette du domaine des urgences qui a été sa niche de départ, mais les contextes et les socles, désormais en proie à des dynamiques de dislocation globale et structurelle. Nous n'avons plus affaire à des crises spécifiques, mais à des scènes de crises reliées et mutantes. Les dynamiques sont moins des effets en chaîne mécanique que des phénomènes d'engloutissement globaux. Depuis une décennie, un leitmotiv a prévalu dans le domaine de l'anticipation des risques, think out of the box. C'est déjà là une épreuve très difficile pour nos cultures, et sans doute même très difficile à concevoir et tolérer dans des disciplines comme le droit dont l'une des obligations et des forces identitaires est bien de constamment qualifier, serrer, valider. Mais nous sommes condamnés à aller bien plus loin encore. Comme me le faisait remarquer récemment Mike Granat, fondateur du Civil Contingency Secretariat au cabinet Office à Londres, There is no box anymore. Voilà qui va nous plonger dans de terribles abîmes intellectuels, psychiques et opérationnels. Et là encore, il va nous falloir relever le défi. Prendre exemple sur ce travail de Jean-Louis Nicolet pour toujours tenter de comprendre et d'agir. Nous ne pouvons attendre, car la réalité n'attendra pas. Certes, la réflexion est nécessairement en retard sur le réel qui déferle, mais le retard doit être le plus limité possible. Ce qui suppose, je le souligne à nouveau, courage intellectuel et rigueur scientifique. Bien sûr, la chouette de Minerve s'envole au crépuscule, mais le plus terrible serait qu'elle refuse tout envol, au motif que cela serait trop dérangeant intellectuellement, trop déstabilisant psychiquement, et trop engageant en termes de responsabilité. Loin de ce retrait, de cette capitulation, il nous faut une mobilisation intelligente et déterminée. Les bouleversements actuels en termes de risques et de crise exigent de nous une forte capacité d'invention. Le véritable optimisme est bien là, non dans l'affirmation de Salon selon laquelle tout est sous contrôle, mais bien dans la détermination à identifier et relever les défis de notre temps. Tous les acteurs du risque ont désormais ces horizons difficiles à leur agenda. Les acteurs du droit sont confrontés aux mêmes lignes de faille. La volonté de se montrer à la hauteur de nos défis historiques doit unir les uns et les autres dans leur détermination à inventer ensemble les futurs et les routes nouvelles qu'appelle cette terra incognita des risques sauvages de notre monde globalisé. Patrick Lagadec. Résumé. Lorsqu'un accident collectif survient, la justice est saisie pour rechercher les causes et la séquence accidentelle et pour déterminer les responsabilités pénales. Les réseaux sociotechniques impliqués se sont complexifiés tant intrinsèquement sur la conception et l'architecture des technologies et systèmes, que sur les textes réglementaires et législatifs qui les cadrent. Considérant cette complexité, cette thèse se propose de montrer l'intérêt pour la scène juridique d'une analyse syndinique des systèmes et réseaux d'acteurs impliqués dans tout accident collectif. Nous souhaitons répondre à la question fondamentale: les phases d'instruction et de jugement ne devraient-elles pas s'appuyer sur des approches expertes complémentaires à celles du seul monde judiciaire? Nous amenons notre réponse en portant dans un premier temps un regard qualitatif sur des jugements rendus sur une période de plus de 30 ans. Ce regard montre la nécessité de trouver une autre scène judiciaire permettant d'instruire de façon systémique de tels événements en toute transparence, afin de dégager les voies de prévention à privilégier et de sanctionner les responsables éventuels. Nous complétons la réponse, dans un second temps, à partir d'une base de données construite autour de 70 paramètres et établie à partir de 16 jugements, un regard statistique, au sens syndinique du terme, sur les décisions rendues par les tribunaux. Ces deux regards confrontés avec la procédure actuelle
permettent d'aboutir à la proposition d'une nouvelle scène judiciaire favorisant la recherche de la vérité technique, dans le but de comprendre pour agir et ainsi obtenir une meilleure sécurité pour les citoyens. Mots-clés: syndic, accident collectif, système complexe, réseau sociotechnique, jugement. Summary. A group accident coming, justice is said to seek for accidental cause and sequence and to determine the criminal responsibilities. Socio-technical network involved have become more complex as well as intrinsically on the design and architecture of the technology and systems than on their encadrant regulatory and legislative text. Considering this complexity, the present thesis proposes to show the opportunity for the legal scene offered by a syndic's analysis of the system and networks involved in a group accident. We aim at answering to this fundamental question. Should not the instruction and judgment phase have to lean on expert approaches complementary to those of the legal world alone? We build our response by first qualitatively regarding judgment given over a 30-year-long period. The analysis shows the necessity to find an alternative legal scene allowing to deal instruct with a transparent systemic manner such accident in order to identify the prevention ways to priorities and to sanction the responsible. We complete the response by statistically, on a syndic's point of view, analyzing a database built from 16 judgment and on 70 parameters. Those two visions compared with the current procedure permit to lead to the proposal of a new legal scene improving the seek of the technical truth with the aim to understand then act and reach a better safety for the whole citizens. Keywords: Syndic's, group accident, complex system, socio-technical network, judgment. Introduction. Qu'un accident technologique survienne avec atteinte à la vie humaine ou à l'environnement dans quelque domaine que ce soit, aérien, ferroviaire, chimique, pétrolier, et aussitôt la justice est saisie. Son rôle: rechercher les causes du sinistre, identifier les acteurs, personnes physiques et morales, à l'origine de la séquence accidentelle, déterminer leurs responsabilités pénales, civiles administratives respectives et avant tout rétablir l'ordre public. Avec le développement des technologies, la puissance des énergies mises en jeu, l'accroissement des échanges, la variété des produits mis en œuvre, le coût financier des investissements nécessaires, la concentration des populations autour des centres de production et de distribution, nombre d'accidents peuvent causer des dégâts très importants voire catastrophiques à l'environnement et faire de très nombreuses victimes. Face à cette évolution, maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études, maîtres d'œuvre, exploitants ont développé progressivement des outils, des automatismes, des méthodes, des organisations plus fiables et plus sûres, permettant de réduire les risques encourus à des valeurs extrêmement faibles, valeurs contrôlées et acceptées par les autorités de tutelle. Cette recherche permanente a donné naissance à une nouvelle ingénierie, dite forensique, qui a pour but d'anticiper les défaillances, d'améliorer les performances et de réduire les risques. Pour ce faire, elle part de retours d'expérience tirés de dysfonctionnements survenus au système considéré en prenant en compte le plus grand nombre d'aspects possibles, techniques, technologiques, organisationnels, juridiques, sociologiques, ce qui implique d'aborder le problème des responsabilités des divers acteurs impliqués dans le processus depuis sa création jusqu'à son démantèlement. Bien que faible, le risque technologique demeure et peut avoir en certaines circonstances des conséquences dramatiques. Au risque technologique, il faut en ajouter beaucoup d'autres. Risques naturels, terrorisme. Dès que ces risques se matérialisent et deviennent réalité, les médias, les victimes, le public se mobilisent, réclamant la vérité sur ce qui s'est passé et la réparation des dommages subis. Face aux demandes de plus en plus grandes de nos sociétés en matière de sécurité et de respect de l'environnement, la communauté européenne a été amenée à durcir progressivement ses exigences en matière de sécurité des personnes et de protection de l'environnement, en édictant de très nombreux textes qui doivent être traduits dans le droit de chaque État membre. Le respect de la vie de l'homme et de l'intégrité de l'environnement constituent aujourd'hui les deux valeurs principales de nos sociétés. Mais il ne peut y avoir de développement économique sans prise de risque. Tout industriel qui lance un nouveau produit, un nouveau service prend des risques. Il peut gagner, mais il peut aussi perdre. Risque et développement sont deux notions liées, enchevêtrées, tissées. La maîtrise des risques devient un enjeu majeur de nos sociétés développées.
Mais qu'un accident survienne et aussitôt il faut trouver le ou les responsables, mieux le ou les coupables. Car pour la plupart des citoyens avec le développement de la science et de la technologie une telle situation ne peut se produire. Aussitôt, 4 réseaux d'acteurs principaux vont s'affronter pendant de très nombreux mois, chacun avec sa culture, ses modèles de réflexion, ses bases de données, ses objectifs, ses règles, ses valeurs, sous le feu et la pression des médias. Analyser les mécanismes et les raisons de ces affrontements, pour finalement proposer une nouvelle scène juridique, tel est l'objet de cette thèse. Le risque zéro n'existant pas, comme nous aurons l'occasion de le développer par la suite, il s'agit de comprendre comment ces 4 réseaux d'acteurs vont agir, se comporter lorsqu'un accident technologique se produit pour, d'une part, porter un jugement sur ce qui s'est passé et d'autre part, éviter qu'à l'avenir de tels drames se reproduisent. Afin que cette étude repose sur des bases solides, nous avons choisi d'analyser un certain nombre de jugements rendus suite à des accidents technologiques qui se sont produits dans différents secteurs industriels et ce, sur une période de plus de 30 ans, ce qui permet d'intégrer certaines évolutions juridiques majeures qui se sont produites, comme l'introduction de la responsabilité de la personne morale en pénal et mesurer leurs impacts. Bien entendu, nous analyserons en détail la structure et le comportement des acteurs composant chaque réseau, ainsi que les relations qu'ils entretiennent entre eux, mais il nous paraît important dès à présent de les identifier très sommairement. Le premier réseau, que nous désignerons sous le terme de système législatif, comprend toutes les instances qui légifèrent, c'est-à-dire qui rédigent et promulguent des lois, des décrets, des arrêtés, qu'il s'agisse de la Communauté européenne, des instances nationales comme l'Assemblée nationale et le Sénat. Le second réseau est composé de tous les acteurs en charge de la conception, de la réalisation, de l'exploitation, de la maintenance voire du démantèlement de tous les systèmes socio-techniques que nous concevons et exploitons pour satisfaire nos besoins, qu'il s'agisse des entreprises, des maîtres d'ouvrage, des conseils d'administration, des présidents de groupes, de sociétés, de filiales, des directeurs généraux, des managers, des ingénieurs, des techniciens, des acheteurs, des formateurs, des auditeurs, des contrôleurs. Nous le désignerons sous le vocable de système socio-technique complexe. Le troisième réseau rassemble l'ensemble des acteurs en charge du système judiciaire, qu'il s'agisse des procureurs de la République, des juges d'instruction, des officiers de police judiciaire, de la gendarmerie, des magistrats, des experts judiciaires, des avocats, des greffiers. Nous désignerons ce système sous le vocable de système judiciaire. Le quatrième réseau, que nous nommerons système victimaire, est composé de l'ensemble des victimes directes et indirectes et de leurs associations de défense. Compte tenu de l'importance croissante accordée par nos sociétés à l'environnement, nous l'inclurons dans ce système. Ces 4 réseaux, comme nous allons le voir de façon détaillée par la suite, entretiennent entre eux de nombreuses relations. C'est ainsi que le système législatif établit de nouvelles lois, suivies en principe de leurs décrets d'application, textes que les systèmes socio-techniques et le système judiciaire doivent mettre en application et respecter. La figure ci-dessous montre, de façon très schématique, les principales relations qui s'établissent au cours du temps et en fonction des événements entre ces 4 principaux réseaux d'acteurs. Principales relations entre les principaux réseaux d'acteurs. Figure 1, principales relations entre les 4 grands réseaux. La complexité technique des systèmes et des organisations qui se sont montrés défaillants rend l'identification des responsables difficile, voire incertaine, ce qui pose le problème de l'incertitude juridique et judiciaire, Dahl, 2008, ainsi que de la personnalisation des peines. À cela plusieurs raisons que cette thèse se donne pour objectif de traiter et d'expliciter au travers d'un grand nombre d'exemples concrets, pris dans les divers secteurs d'activités industrielles. La première raison résulte de la différence de nature des situations auxquelles se trouve confronté le législateur, les industriels, les magistrats et les victimes, à savoir, d'une part, maîtriser les risques propres à tous les systèmes que nous exploitons, sachant que le risque zéro n'existe pas, et d'autre part, la nécessité, lorsque l'accident survient, de comprendre ce qui s'est passé pour éviter qu'une telle situation se reproduise et sanctionner, si nécessaire, les responsables qui auraient eu des comportements déviants. La responsabilité pénale est l'un des aspects de la responsabilité. Cette dernière possède 3 dimensions qui en constituent ses piliers. Comme nous le verrons à partir de cas réels, elle est structurée autour de la raison,
de la conscience, du devoir ou de l'obligation et de la nécessité de rendre compte ou de répondre de la façon dont on s'en est acquitté, bonne ou mauvaise. La deuxième raison tient à la nature de l'actuelle procédure d'instruction. Celle-ci est inquisitoire, secrète, alors que la recherche et la compréhension de ce qui s'est passé au sein de tels systèmes complexes exigeraient qu'elle soit technique et contradictoire, bien que la désignation d'un expert judiciaire soit un premier pas, encore loin d'être convaincant comme nous le verrons dans de nombreux jugements. Troisième raison, le juge d'instruction, la police judiciaire et l'expert judiciaire se trouvent, durant leurs enquêtes, en permanence confrontés à deux objectifs contradictoires, à savoir 1. La recherche de la vérité socio-technique, dans le but de reconstituer le scénario le plus probable. 2. L'identification des auteurs des infractions commises, des responsables à l'origine du sinistre, alors que toute catastrophe peut avoir pour origine plusieurs causes, des défaillances techniques, une organisation inadaptée, des erreurs humaines dont certaines peuvent constituer des fautes au sens pénal, à savoir la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence et le manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou les règlements. Ce travail de recherche se propose de montrer, suite à une analyse syndinique détaillée des systèmes et réseaux d'acteurs impliqués évoqués ci-dessus, et ce, au travers des décisions, jugements, rendus sur une période de plus de 30 ans, la nécessité de trouver une autre scène judiciaire pour instruire de façon systémique de tels événements, dont la probabilité d'occurrence est très faible, de l'ordre de 10 à 6 à 10 à 7. La modélisation du comportement de ces réseaux d'acteurs sera faite à partir des concepts développés par la Syndinic Curve, 1995. 5 regards principaux seront privilégiés. Ils porteront sur les statistiques tirées du retour d'expérience, les modèles utilisés, les stratégies et objectifs suivis par les différents acteurs, les réglementations à respecter et les valeurs qui sous-tendent l'action des hommes de chaque réseau d'acteurs. Les dysfonctionnements et les lacunes mis en évidence, c'est-à-dire les écarts significatifs constatés. Il devrait être possible de dégager des voies de progrès à mettre en œuvre au sein de chacun de ces réseaux d'acteurs pour réduire et limiter les antagonismes mis en évidence. De plus apparaîtra au fil des pages un nouveau risque, le risque judiciaire, pour lequel nous proposons la définition suivante. Le risque judiciaire est la probabilité qu'un acteur, œuvrant au sein d'un système socio-technique, donné, soit durant sa vie professionnelle, voire après, impliqué dans une procédure judiciaire, civile, administrative ou pénale, suite à un événement dommageable dont il peut être la cause directe ou indirecte et pour laquelle il ne peut prévoir, avant l'issue des procédures engagées, la nature de la sentence qui sera prononcée à son égard par les tribunaux saisis de l'affaire. Cette thèse sera articulée en 6 grandes parties. La première partie aura pour vocation de présenter les grands concepts et méthodes d'analyse de la Syndinic. Ceux-ci seront utilisés dans la seconde partie, afin de décrire les 4 grands réseaux d'acteurs évoqués ci-dessus. Cette description s'appuiera sur l'observation des structures, de leur fonctionnement normal et dégradé, des modèles utilisés, des objectifs poursuivis, des lois et règles appliquées, des valeurs défendues, des données statistiques caractéristiques. La troisième partie constituera une mise en pratique des différents concepts évoqués lors des 2 premières au travers de l'analyse d'un certain nombre d'accidents survenus dans les principaux secteurs d'activité économique, ferroviaire, pétrolier, chimique, nucléaire, thermalisme, éducation. Nous les aborderons avec le triple regard de la justice, du syndinicien et des victimes. À cette analyse qualitative, la 4e partie apportera une étude quantitative des données objectives tirées de 16 jugements concernant des accidents industriels survenus dans différents domaines industriels, aériens, ferroviaires, téléphériques, chimie, nucléaire, sportif, thermalisme, au cours des 30 dernières années. L'objectif : porter un regard statistique sur les décisions rendues par les diverses instances judiciaires, première instance, appel, et mesurer l'impact de la jurisprudence et du nombre croissant des parties civiles. La 5e partie s'efforce d'analyser très finement la relation entre le juge chargé de dire le droit et l'expert à qui incombe la responsabilité de reconstituer les faits, car de la nature de ce dialogue dépend l'exemplarité des décisions judiciaires rendues. Enfin, une dernière partie nous permettra d'établir un bilan de la recherche formulée en tant que voie de progrès et d'une proposition d'une nouvelle scène judiciaire. Cette thèse a donc comme objectif de rechercher une nouvelle scène judiciaire permettant de réduire l'incertitude juridique et surtout judiciaire actuelle,
afin de permettre à tout acteur du monde industriel d'exercer son métier en pleine responsabilité et aux victimes et à leurs familles de savoir ce qui s'est réellement passé pour faire leur deuil, d'être secourus, soutenus et justement indemnisés. Partie 1. Les méthodes et outils d'analyse utilisés. Introduction de la partie 1. Cette première partie a pour objet, après avoir retracé un bref historique de l'émergence progressive des différents concepts qui ont permis aux concepteurs et managers de maîtriser de mieux en mieux les risques au sein des systèmes et réseaux sociotechniques complexes, de présenter une nouvelle approche, ayant pris naissance au cours des années 1987 à 1994, nommée Syndynik, qui repose sur 3 étapes. La définition dans l'espace et le temps de la situation syndynique à étudier. La description des potentialités de dysfonctionnement, voire d'accident. Et l'identification des facteurs accidentogènes. Tous les concepts présentés dans cette partie, axiomatique, déficit systémique, hyperespace, seront utilisés tout au long de cette thèse pour analyser, selon les 5 regards proposés par l'hyperespace des dangers, épistémique, téléologique, déontologique, axiologique et statistique, le comportement de chacun des 4 grands types d'acteurs intervenant avant, pendant et après l'occurrence de tout accident technologique majeur ainsi que les lacunes et dissonances Q'. Ils présentent individuellement, et les uns par rapport aux autres. Puis sera abordé le problème très important de la limite et de la distinction des 3 ordres, socio-techniques, juridico-politiques, moral et éthique, en interaction dans de telles séquences accidentelles. 1. Brève histoire de la maîtrise des risques. L'histoire de la maîtrise des risques permet de distinguer 3 grandes périodes. L'âge du sang, l'âge des larmes, l'âge des neurones, Kerv, 1995. Durant l'âge du sang, l'homme agressé, terrassé par les inondations, les séismes, les famines, les épidémies, a pour s'en préserver, imploré les dieux en sacrifiant des animaux et même des êtres humains. Le sang versé avait pour lui le pouvoir de réduire la possibilité de retour de ces grands maux. Déjà apparaît la notion de fréquence. Avec l'avènement du christianisme, les sacrifices humains vont laisser la place à d'autres rituels. C'est l'âge des larmes. Au lieu de verser du sang, l'homme verse des larmes en implorant Dieu et ses saints. Prières et processions vont constituer les nouvelles thérapeutiques anti-catastrophes, car c'est Dieu et non les hommes qui tirent les ficelles, lancent les dés du hasard. Il faut attendre le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, et la polémique qui en est suivie notamment entre Voltaire et Rousseau pour que s'ouvre l'âge des neurones. Alors que Voltaire continue à accuser la nature, Rousseau fait remarquer à juste titre que la décision d'implanter une ville en zone sismique est une aberration, une erreur dont l'homme seul porte la responsabilité. Serait-ce donc à dire que la nature doit être soumise à nos lois, et que pour lui interdire un tremblement de terre en quelque lieu, nous n'avons qu'à y bâtir une ville? Rousse 1756, vision prémonitoire qui va tout changer en matière de prévention des risques. Encore que, pensons au tremblement de terre de Haïti des apostrophes. Une magnitude de 7,0 survenue le 12 janvier 2010 et qui a fait 230 000 morts et 300 000 blessés, et tout récemment à celui du Japon, suivi 10 minutes après par un tsunami qui ont entraîné la fusion partielle de 3 cœurs à la centrale de Fukushima Daiichi, le 11 mars 2011. Le risque, le danger, va dorénavant être étudié et devenir un objet de science. L'ère industrielle et son développement rapide en Europe vont amener les ingénieurs, mais aussi les pouvoirs publics, à s'intéresser à la maîtrise des dangers et des risques. L'Agence des mines, créée en 1794 pour assurer le développement des mines, va à partir du XIXe siècle s'intéresser au domaine de la sécurité notamment concernant les machines à vapeur qui alors causaient de nombreux dommages, aux locomotives qui étaient avant tout de très grosses chaudières, à l'automobile. Timide au début, cette recherche d'amélioration de la sécurité des machines va se manifester par la lutte contre les pannes et les défaillances des systèmes mécaniques. Vers 1930, commencent les premiers retours d'expérience concernant les accidents d'avion. Les années 1950 sont marquées par les études de fiabilité des composants électroniques. Puis une série d'accidents majeurs va venir ébranler les certitudes des autorités publiques et d'un certain nombre de dirigeants en charge de l'exploitation de tels systèmes technologiques.
Rappelons-nous de l'explosion catastrophique d'un nuage de cyclohexane dans une usine chimique de Flixboro le 1er juin 1974. Bilan : 28 morts parmi les employés et 89 blessés graves, dont 53 personnes dans le public. Du nuage toxique de plusieurs kilos de dioxine qui atteindra la ville de Seveso le 10 juillet 1976. Bilan : 250 cas de chloranée sur des enfants et des adolescents, contamination près de 37 000 personnes. La liste est longue. Amoco Cadiz 16 mars 1978, Three Mile Island 28 mars 1979, Bhopal 3 décembre 1984, Tchernobyl 26 avril 1986, Challenger 28 août 1986 et bien d'autres jusqu'à Fukushima 11 mars 2011. Cette série d'accidents, de catastrophes va donner naissance à des concepts nouveaux et notamment celui de risque technologique majeur, développé par Patrick Lagadec dans sa thèse LAGA, 1981, et à une science émergente appelée CINDYNIQUE, mot tiré du grec ancien kinduno qui signifie danger. Ce mot a été présenté pour la première fois lors du colloque international tenu au Palais des Congrès de l'UNESCO à Paris les 7 et 8 décembre 1987, colloque organisé par l'Association française des cadres dirigeants pour le progrès social et économique, ACADI, présidé par Georges-Yves Kervern. Conséquences immédiates de ces drames : les rescapés, les familles des victimes, la presse, la radio, la télévision, les personnalités politiques de tous bords recherchent les auteurs de la catastrophe avant même que soient connues les causes de la défaillance des systèmes en cause. Il faut trouver des responsables, mais surtout des coupables. Le système judiciaire se met en route. En France, le procureur de la République du ressort concerné se saisit de l'affaire. Il envoie la police judiciaire sur les lieux. Un juge d'instruction est désigné pour instruire le dossier ainsi que des experts judiciaires. Des directeurs d'entreprise, des chefs de service, des techniciens de maintenance, des opérateurs de conduite, jusque-là citoyens irréprochables et jamais condamnés pour la plupart, sont mis en examen. Passé l'émotion, il s'agit de rechercher avec patience, sérénité, objectivité ce qui est souvent loin d'être le cas, ce qui s'est passé. Quelles sont les causes à l'origine de la défaillance ? Comment celles-ci se sont enchaînées les unes aux autres pour amorcer la séquence accidentelle observée ? Pour comprendre ce qui s'est passé, il va falloir, à partir des épaves, des débris calcinés, de la position des victimes, des données enregistrées, des documents non détruits, des multiples témoignages, des archives, des plans, des opérations d'entretien effectuées précédemment, des dialogues entre acteurs qui ont pu être enregistrés et sauvegardés, des écarts par rapport aux procédures suivies, des essais faits en laboratoire ou sur simulateur, reconstituer les différents scénarios probables qui ont conduit à la catastrophe. Tous ces drames sont généralement la conséquence de la défaillance d'un système socio-technique complexe. Pour être en mesure de reconstituer ce qui s'est passé, il est nécessaire d'adopter une vision systémique, d'examiner les différents composants constituant le système, les multiples relations qu'ils entretiennent entre eux de façon permanente, rigide, flexible, temporaire ou aléatoire. Tout indice doit être recueilli avec soin, classé, conservé en gardant trace de son contexte. C'est ainsi, par exemple, qu'il faudra dans le cas du naufrage d'un cargo s'intéresser au navire, à la météo, à la cargaison, au règlement maritime, à la constitution de l'équipage, origine, expérience, formation, langue parlée, à la structure du commandement, aux organismes de contrôle du navire, aux opérations de maintenance effectuées, aux contrats d'affrètement, aux assurances souscrites, aux comptes d'exploitation, à la stratégie suivie par la direction générale. S'agissant de reconstitution a posteriori, il est important de prendre conscience de l'extrême difficulté à reconstituer ce qui s'est passé du fait de la destruction d'un grand nombre d'équipements, de la mort des principaux acteurs, opérateurs, pilotes, de la perte d'informations, boîtes noires, mémoire informatique détruite ou inexploitable, autant de données qui s'avèrent dans de tels contextes importants. En général, ces analyses conduisent à mettre en évidence plusieurs scénarios auxquels sont attachées des probabilités différentes. Vouloir reconstituer de façon certaine ce qui s'est réellement passé est un objectif louable, mais très difficile à atteindre. Aussi mélanger les points de vue, croiser les expertises est indispensable à la recherche de la vérité, d'une certaine vérité. En effet, il y a, comme nous le verrons tout au long de cette thèse, la vérité des victimes, la vérité de la police judiciaire, la vérité du juge d'instruction,
la vérité de chaque expert, la vérité des juges, la vérité des avocats, les vérités de la presse et des médias. Malgré les imprécisions qui demeurent, ces analyses, à condition de les confronter, de les croiser, d'éliminer leurs invraisemblances, leurs incohérences, de minimiser les conflits, de donner des garanties de non-sanction aux personnes interrogées, si elles étaient reconnues coupables, doivent permettre de mettre en évidence avec une bonne certitude un certain nombre de causes d'origine technique, organisationnelle, informationnelle, humaine, culturelle et environnementale à l'origine du drame. L'important est de comprendre comment les causes recensées ont pu s'enchaîner les unes aux autres pour amorcer la séquence accidentelle. Pourquoi les dispositifs de protection et de défense en profondeur en place n'ont pas joué leur rôle, etc. Notre méthode de travail consistera, après avoir explicité certains concepts de base tant techniques que juridiques, à analyser nombre de décisions judiciaires prononcées suite à des accidents technologiques majeurs survenus dans différents secteurs industriels. Nous étudierons des décisions rendues en première instance, en appel voire pour certaines suite à un arrêt en cour de cassation afin d'en tirer un certain nombre d'enseignements qui devraient permettre aux managers, une fois sensibilisés, d'une part d'améliorer leurs techniques de prévention et d'autre part, de mieux comprendre, appréhender le fonctionnement d'une procédure judiciaire. Car comme nous le verrons plus loin, il est important pour les managers de comprendre l'esprit des lois afin d'être en mesure de dépasser la lettre, le texte de la règle juridique. Cette analyse abordera, tour à tour, les aspects qualitatifs et quantitatifs de ces jugements. Les procédures pénales pouvant, comme nous le verrons plus loin, durer de 5 à 10 ans, voire plus pour certaines, nous avons pris le parti de n'étudier que des accidents jugés au moins en première instance, de façon à ne travailler qu'à partir de documents officiels. Afin que les enseignements tirés de cette recherche présentent un certain degré de généralité, nous analyserons un certain nombre de systèmes socio-techniques complexes, mettant en œuvre des processus de production différents, appartenant à des secteurs d'activité variés, qui se sont avérés défaillants et ce, en dépit des mesures de prévention préconisées, causant des dommages graves à l'homme et ou à l'environnement, d'où les procédures pénales engagées. Au cours de ce travail de recherche, nous étudierons un système ferroviaire avec les accidents de Flaujac, de Saint-Dalmas-de-Tende et de la gare de Lyon. Une installation d'irradiation de matières plastiques avec le cas des irradiés de Fort-Barre. Une station thermale avec l'incendie de Barbotan. Un système de transport aérien avec le crash d'un Airbus sur le mont Saint-Odile et plus récemment du Concorde. Un réseau de centrales hydrauliques implanté dans le lit d'une rivière avec les noyés du Drac. Un tunnel autoroutier avec l'incendie du tunnel du Mont-Blanc. Un chantier de construction navale avec la chute de la passerelle du Queen Mary 2. Un complexe chimique avec l'explosion survenue à l'usine AZF de Toulouse. Des accidents de téléphérique avec les accidents de Vaujany et du Pic de Bure. Un accident au cours d'une rencontre sportive, celui du stade de Furiani. Un réseau de distribution de gaz avec les accidents de Dijon et de Mulhouse. Un complexe pétrolier avec l'explosion de l'Avra. Tout au long de cette analyse, nous nous efforcerons de porter 3 regards, celui du syndinicien, celui du juge et celui de la victime. Abordons maintenant les concepts de la syndinie, qui vont nous servir de guide méthodologique tout au long de cette étude. 1.2 L'approche et les concepts de la syndinie. La syndinie est devenue depuis 1988 la discipline de l'étude des dangers. Son objet identifié et caractérisé, d'une part, l'ensemble des facteurs conduisant à une potentialité d'accident, et d'autre part, déterminer les solutions capables de réduire ou d'annihiler les facteurs de nuisance répertoriés. 3 étapes fondent cette démarche. 1. La définition de la situation syndinique. 2. La description de la potentialité d'accident. 3. L'identification des facteurs qui sont à l'origine du danger, c'est-à-dire l'ensemble des déficits systémiques. Les concepts de la syndinie s'appuient sur un élément fondamental, celui du jeu des acteurs impliqués dans la situation syndinique. Celle-ci doit être délimitée dans l'espace et le temps. C'est le regard porté sur ces jeux d'acteurs qui met en lumière les malentendus, les distorsions, les désaccords, les ambiguïtés, les flous, les contradictions, les oppositions. Tous ces vocables sont résumés par les notions de déficit et dissonance syndinique.
Ce qui fait l'originalité et la force de cette science, c'est sa capacité à embrasser 5 points de vue, 5 dimensions, alors que les analyses traditionnelles se limitent la plupart du temps à 2 termes, la fréquence et la gravité. Le premier aspect correspond à l'idée de banque de données, le deuxième à celle de banque de modèles, le troisième au but poursuivi, aux finalités, le quatrième aux règles et normes, le cinquième aux valeurs. Comme nous allons le voir maintenant, l'hyperespace du danger est le produit de notre regard sur ces 5 espaces. Mais tout d'abord, il est important de préciser un certain nombre de concepts de base. Kerv 2007. 1.2.1 La situation syndinique. Par définition, toute situation syndinique est le résultat du comportement d'un certain nombre d'acteurs internes à un système socio-technique, salariés, dirigeants d'entreprise, conseils d'administration, mais aussi d'acteurs externes plus ou moins liés avec ce dernier, actionnaires, sous-traitants, équipementiers, distributeurs d'énergie, voire des terroristes, chacun des apostrophes. Eux poursuivant des stratégies, des objectifs propres, utilisant des modèles mentaux spécifiques, appliquant des règles particulières et ce, compte tenu de leurs valeurs propres. Tout danger, tout incident, tout accident industriel constitue une situation syndinique particulière. La situation analysée peut être hypothétique, étude des scénarios accidentels dans une étude de danger, ou réel, incident ou accident. Son étude implique 1. De la circonscrire dans l'espace et le temps. 2. D'identifier tous les acteurs ayant participé de près ou de loin à sa genèse et à son développement. 3. De comprendre ce qui motive ou a motivé leur comportement. 1.2.1.1 La découpe dans l'espace. Cette découpe peut se faire a priori lors d'une analyse de danger, ou a posteriori dans le cas d'un accident industriel. Dans ce dernier cas, elle est souvent appelée scène du crime par la police judiciaire, terme qui déjà sous-entend la culpabilité de certains acteurs. Il est clair que se trouver sur la scène du crime fait de vous un coupable potentiel. Comment dans ces conditions penser que tous les témoignages seront objectifs et dénués de toute arrière-pensée? Le sens des mots étant important, nous pensons qu'il serait bon d'adopter pour de telles circonstances un vocable neutre comme le lieu de l'accident, le lieu du sinistre. La découpe d'espace une fois réalisée, chaque trace, chaque enregistrement, chaque objet, chaque corps retrouvé, devra être identifié, répertorié, situé dans l'espace en 3 dimensions retenues. De la découpe a priori ou a posteriori retenue va dépendre la qualité et la pertinence de l'analyse faite par les experts, qu'ils soient judiciaires ou non, et la justesse du jugement rendu par le tribunal. Cette découpe dans l'espace peut bien entendu évoluer en fonction des indices collectés, des témoignages recueillis, mais il est clair que l'on aura intérêt à protéger le plus grand espace possible dès la survenance du sinistre. Un des moyens couramment utilisés est la mise sous scellé des lieux, ce qui permet de contrôler toutes les allées et venues sur les lieux du sinistre. Suite à l'explosion de l'usine AZF pendant plusieurs jours, de très nombreux acteurs ont pu accéder au site sinistré et éventuellement brouiller voire effacer des indices. Il est clair que les méthodes utilisées par les archéologues, notamment concernant le quadrillage des espaces de recherche, sont totalement applicables dans la plupart des accidents industriels. Il est probable que si une telle méthode avait été utilisée sur le site AZF de Grande Paroisse après l'explosion du tas de nitrate, elle aurait peut-être permis de lever un certain nombre d'hypothèses faites concernant un éventuel attentat. 1.2.1.2 La découpe dans le temps. La situation syndinique étant le résultat du comportement des acteurs impliqués, elle ne peut donc se développer que dans le temps et la durée. Dès lors se posent plusieurs questions. À quel moment le syndinicien doit-il situer le début de son analyse des risques dans la vie d'un système complexe? Faut-il qu'il commence par la phase de conception, ou doit-il partir de la mise en exploitation du système socio-technique considéré? Doit-il inclure ou non la phase de démantèlement dans son analyse des risques? À partir de quel moment le juge d'instruction doit-il remonter dans les faits pour être en mesure de rendre un dossier d'instruction représentatif de ce qui s'est passé? Faut-il remonter à la première cause identifiée ayant un lien certain avec le sinistre ou faux? Il remonter plus avant pour prendre en compte des faits, des décisions ayant joué un rôle certes indirect mais fondamental dans l'initiation de la situation syndinique étudiée? Faut-il remonter aux orientations stratégiques prises par le conseil d'administration et mises en musique par le président?
Faut-il prendre en compte les budgets d'investissement et de fonctionnement retenus par la direction générale? L'expérience montre que cette découpe dans le temps peut et doit évoluer en fonction des constats faits, des témoignages recueillis, des indices relevés, des analyses de laboratoire. En d'autres termes, la découpe dans le temps implique que l'analyste reconstitue même à grands traits l'histoire du système qui s'est avéré défaillant. De la pertinence de la découpe dans le temps va dépendre, comme nous le verrons, en grande partie la mise en cause et la responsabilité pénale des personnes physiques et morales mises en examen. 1.2.2 L'hyperespace du danger. Ce concept central des syndiniques s'est construit progressivement, au fur et à mesure de l'étude des catastrophes et notamment celles évoquées ci-dessus et lors des différents retours d'expérience menés par les uns et les autres. Le premier espace du danger ne prenait en compte que deux aspects: les conséquences, c'est-à-dire la gravité, et la probabilité associée au danger pris en considération. Très vite cet espace est apparu incomplet, insuffisant, pour décrire la complexité de fonctionnement de nos grandes organisations et pour expliquer pourquoi de telles séquences accidentelles s'étaient produites. De plus, ce premier espace du danger ne permettait pas de prendre en compte l'impact des erreurs humaines et plus particulièrement le non-respect volontaire ou involontaire d'exigences techniques et juridiques très souvent à l'origine des situations syndiniques rencontrées. C'est pourquoi ce premier espace, toujours d'actualité, a été complété par un regard étendu, plus large porté sur les acteurs impliqués dans la situation syndinique. C'est Georges-Yves Kervern qui a introduit ces 5 axes Kerv 2007. Une des premières analyses syndiniques conduites sur la base de cet hyperespace a concerné l'épizootie de l'encéphalite spongiforme bovine dite Nico 2000. Ce regard porte sur 5 aspects qui sont apparus comme très importants au cours du temps, à savoir les données, les statistiques relatives aux dangers encourus, découlant pour une grande part des retours d'expérience effectués, les modèles utilisés et mis en œuvre par ces derniers, les lois, les normes et règles qu'ils doivent respecter, les buts, les stratégies et objectifs poursuivis par les acteurs du système, les valeurs vécues. La figure ci-dessous illustre le nouveau regard qui devrait être porté sur les acteurs impliqués dans la découpe syndinique retenue. Figure 2, les 5 aspects du regard. Chaque acteur ou réseau d'acteurs a une perception, ou tout du moins se construira un référentiel différent de celui des autres acteurs. L'analyse d'un risque ou d'un accident pourra alors être appréhendée différemment selon l'acteur concerné. Ainsi chaque regard porte sur un aspect, une dimension qui lui est propre. Il peut être caractérisé par une description, aspect qualitatif, une évaluation, voire une mesure, aspect quantitatif. Si plusieurs acteurs ont des stratégies analogues, utilisent les mêmes modèles, ont à respecter les mêmes règles, ils constituent ce qu'on appelle en syndinique un réseau d'acteurs. Nous avons vu en introduction que pour cette recherche nous avions retenu 4 réseaux d'acteurs principaux, à savoir les législateurs qui font les lois, les managers qui conçoivent et exploitent les grands systèmes socio-techniques, les magistrats qui instruisent et jugent et les victimes qui subissent les conséquences des drames. Ces réseaux d'acteurs peuvent être plus ou moins distincts. Tout dépend du nombre d'aspects que ces différents acteurs ont en commun. Si ceux-ci présentent, au vu des 5 regards évoqués ci-dessus, des différences notables voire contradictoires, alors on parlera de réseaux d'acteurs différents. C'est ainsi que lors des procès pénaux on assiste généralement à l'affrontement de 3 réseaux d'acteurs, à savoir l'entreprise mise en examen et ses représentants, la justice pénale et les victimes, le législateur étant présent au travers des textes qu'il a établis. Les incompréhensions vont naître du fait que chaque réseau d'acteurs a, sur et par rapport aux 5 regards, des points de vue fort différents. Ces 5 aspects ou regards sont encore appelés axes statistiques, concernent les données statistiques relatives à l'activité du réseau. Axe épistémique, concerne les modèles utilisés par les acteurs du réseau. Axe téléologique, concerne les stratégies et les objectifs poursuivis par ces derniers. Axe déontologique, concerne les lois et les règles à respecter par le réseau d'acteurs. Axe axiologique, concerne les valeurs animant le réseau d'acteurs. La figure ci-dessous, appelée hyperespace du danger, montre comment peuvent être articulés ces axes. Figure 3, l'hyperespace du danger. Explicitons maintenant chacun de ces axes. 1.2.2.1 L'aspect fait historique, ou l'axe des statistiques.
Cet aspect, appelé aussi axe des statistiques Kerva 2007, rassemble ou devrait rassembler de la façon la plus exhaustive possible tous les événements, tous les faits ayant représenté un danger ou à l'origine d'une séquence incidentelle voire accidentelle pour le système technologique et l'organisation étudiée. Ce peut être des incidents à faibles conséquences, des défaillances techniques, des non-respects d'exigences techniques, réglementaires ou juridiques, des erreurs humaines, des décisions organisationnelles ou stratégiques, plus graves, des accidents. Bien entendu, cette mémoire relative concernant l'acteur ou le réseau d'acteurs peut être élargie aux événements connus ayant affecté d'autres organisations similaires avec lesquelles il est en relation. C'est ainsi que l'accident de 3 Mile Island avait eu un précurseur qui s'était produit quelques mois avant dans la centrale de Davis Besse. Cet aspect est à la base du retour d'expérience. Bien entendu, l'absence de données statistiques est un élément important à prendre en considération. Cette dimension présente un aspect évolutif et peut influencer tous les autres aspects, et réciproquement. Nous reviendrons sur cet aspect très important lors de l'analyse des divers jugements, pour voir et comprendre comment le juge d'instruction et les magistrats prennent en compte cet aspect des choses. En matière de droit, nous verrons que ce retour d'expérience, certes de nature très différente, constitue ce qui est appelé généralement jurisprudence. 1.2.2.2 L'aspect des représentations et des modèles, ou l'axe épistémie. Pour l'ingénieur, la modélisation mathématique va de soi. Il est aisé aujourd'hui de modéliser la propagation d'un incendie, la résistance au séisme d'un bâtiment, le comportement d'un avion au décollage en fonction de l'incidence et de la force des vents dominants, le fonctionnement d'un process industriel, la fabrication d'une pièce sur une machine-outil, le comportement d'un pilote, mieux d'un équipage lors des différentes phases de vol. Cette modélisation se fait sur la base des connaissances acquises, accumulées lors des différents retours d'expérience et expérimentation. De tels modèles permettent de simuler les comportements physiques, mécaniques, chimiques, biologiques de nombre de systèmes technologiques ou biologiques. Les modèles construits évoluent en fonction des données d'expérience nouvellement acquises. D'autres modèles sont plus qualitatifs et concernent les perceptions, les représentations, les visions des acteurs d'un réseau donné. C'est le cas notamment de la méthode THERP, de l'approche de Reason, du modèle de Rasmussen Octal, 1994. Mais il est à noter que les modèles, une fois validés, acceptés par une grande majorité de scientifiques ou par un groupe social, ont du mal à laisser place à un nouveau modèle, plus performant, plus réaliste. Or ces modèles, que nous avons tendance à juger comme parfaits, donc infaillibles, comme nous le verrons plus loin, conditionnent en grande partie notre façon de décoder les informations qui nous proviennent de l'environnement et influencent notre diagnostic concernant la situation vécue et finalement notre comportement, nos actions, nos gestes. 1.2.2.3 L'aspect objectif et finalité, ou axe téléologie. Cette dimension est de fait la clé de voûte de l'hyperespace du danger. De l'explicitation et de la compréhension des stratégies et des objectifs poursuivis par chaque acteur du réseau dépend la cohérence d'ensemble. Elle traduit la raison d'être de l'organisation, mais surtout les buts qu'elle poursuit. C'est ainsi que les stratégies déployées et les objectifs suivis par les chefs d'entreprise, les maîtres d'ouvrage, les magistrats et les victimes avant et suite à un accident sont fort différents. Les premiers ont pour impératif de produire de façon économique et sûre, les deuxièmes de rechercher ce qui s'est réellement passé, de sanctionner les contrevenants et de rétablir l'ordre public, s'il a été mis en cause dans le cas d'une procédure pénale, et les troisièmes d'identifier, de connaître les coupables pour faire leur deuil et obtenir réparation de leurs préjudices. Comme nous aurons l'occasion de le montrer par la suite, cet axe va présenter des écarts importants, des dissonances majeures entre ces trois réseaux d'acteurs, dissonances qui sont à l'origine de leurs incompréhensions mutuelles, de leurs préjugés. 1.2.2.4 L'aspect des normes, lois, règles et standards ou axes déontologie. Cet aspect concerne l'ensemble des lois, règles, arrêtés, normes, standards que doivent respecter les acteurs d'un réseau donné pour que la sécurité du système soit garantie. Cela est valable bien entendu pour les acteurs des systèmes socio-techniques, mais aussi pour ceux du système judiciaire. Ce peut être un standard de construction, une norme anti-incendie, une règle de sécurité imposée par le Code du travail, une consigne d'exploitation, un article du Code pénal, une action à engager,
un contrôle à effectuer dans le cadre d'une procédure judiciaire, une directive émise par l'Union européenne Seveso. Ces règles peuvent être connues ou non de l'acteur bien que nul ne soit censé ignorer la loi, ce qui est malheureusement souvent le cas du fait de l'inflation réglementaire actuelle, seuil 1999. L'application de ces normes, de ces règles peut faire l'objet de contrôles internes ou externes, périodiques ou aléatoires, par des organes spécialisés. 1.2.2.5 L'aspect valeur ou axe axiologique. Connaître une procédure, un règlement est une chose. L'appliquer, surtout si cela a un prix, est une autre affaire. Le devoir doit ici l'emporter sur l'économie. L'axiologie est la manière dont les règles devraient être appliquées ou déterminées. La notion de valeur n'existe pas dans l'absolu. Toute valeur s'exprime par deux termes, la référence à laquelle elle se rapporte, le profit, la sécurité, le service, et le bénéficiaire, l'exploitant, le juge, la victime. Dès lors qu'une valeur concerne plusieurs acteurs, ce qui est le cas des situations étudiées dans cette thèse, celle-ci apparaît la plupart du temps comme antagoniste. Si un acteur maximise une valeur pour lui-même, c'est généralement au détriment d'un autre. Ce regard portant sur les valeurs permet donc de valider et d'équilibrer l'ensemble des aspects retenus dans l'hyperespace du danger, et de poser un certain nombre de questions qui permettent de donner du sens à l'analyse et de se poser de vraies questions. Les derniers incidents qui se sont produits dans telle unité de production sont-ils acceptables compte tenu des valeurs affichées par l'organisation? Les objectifs poursuivis sont-ils éthiquement défendables? Les règles imposées à nos salariés sont-elles conformes à nos valeurs? Ce point devient de plus en plus majeur. En effet, et nous le verrons dans nombre de jugements, beaucoup d'exigences de sécurité s'effacent au profit d'exigences de production, d'exigences financières. Comme cette thèse va le mettre en évidence, la seule valeur qui pourra être partagée par l'ensemble des 4 réseaux d'acteurs est la recherche de la vérité technique. 1.2.2.6 Comment construire l'hyperespace du danger relatif à une situation syndinique? En situation normale, l'expérience montre qu'il est préférable de commencer l'analyse à partir de l'axe téléologique, c'est-à-dire les aspects politiques, stratégiques arrêtés par le conseil d'administration et mis en œuvre par le président et la direction générale du groupe, des filiales, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas comme nous le verrons par la suite. Après quoi devront tour à tour être analysés tous les autres axes. Or, force est de constater qu'en situation accidentelle, les magistrats ont tendance à privilégier l'axe déontologique, à savoir celui des règles qui leur est le plus familier. C'est ce que fait le juge d'instruction lorsqu'il recherche dans les faits constatés, l'axe statistique, le non-respect d'exigences techniques et la violation volontaire ou involontaire de normes techniques ou juridiques. 1.2.3 Le socle axiomatique des syndiniques. Le socle axiomatique des syndiniques s'est progressivement dégagé des travaux du prix Nobel Herbert Assimon et de son disciple français Jean-Louis Lemoigne, professeur à l'université d'Aix-en-Provence. Les syndiniques s'attaquant à des phénomènes diffus dans les systèmes complexes ont trouvé un acquis précieux dans cette axiomatique de l'épistémologie constructiviste, Kerv, 1995. Nous donnons ci-dessous l'axiomatique syndinique qu'en a tiré G.Y. Kervern. 1. L'axiome de relativité. La perception et l'estimation du danger par un acteur sont relatives à une situation délimitée par les paramètres suivants. Le nombre de réseaux pris en considération. Les limites des réseaux d'acteurs considérés. La position de l'acteur dans le réseau considéré. Les horizons chronologiques pris en compte. Cet axiome est fondateur de la notion de situation syndinique, définie par Kervern comme un triple ensemble conjugant. Un ensemble de réseaux noté ER. Un ensemble d'hyperespaces syndiniques noté EHC. Un ensemble d'horizons limitant la situation syndinique dans le temps et dans l'espace noté. Et nous verrons effectivement que cet axiome se retrouve pratiquement dans toutes les situations syndiniques que nous rencontrerons. 2. L'axiome de conventionnalité. Cet axiome postule que les mesures du risque ont un caractère de convention entre acteurs. Les deux dimensions classiques du risque, gravité et probabilité, sont le résultat de négociations entre les experts et les parties prenantes. Mais il s'avère que de plus en plus cet axiome est contesté par certaines parties, les victimes en particulier, celles-ci ne voulant pas parler de risque accepté ou acceptable.
3. L'axiome de téléologie. Les finalités des acteurs sont contradictoires. L'organisation des réseaux consiste à expliciter et hiérarchiser les finalités des acteurs. À un ensemble de finalités correspond un domaine de validité des options techniques prises. Les entrepreneurs ont pour finalité de produire de façon rentable et pour contrainte la sécurité. Les victimes ont pour finalité la recherche de la vérité sur ce qui s'est passé, afin de faire leur deuil et pour exigence de faire reconnaître leur préjudice. Les juges ont pour finalité la recherche de la vérité juridique, et pour devoir de sanctionner les coupables pour rétablir les liens sociaux endommagés. 4. L'axiome d'ambiguïté. Les perceptions et estimations du danger sont sujettes à des ambiguïtés. Téléologiques, sur les finalités. Épistémiques, sur les modèles de phénomènes techniques. Statistiques, sur les données alimentant les calculs sur les modèles. Axiologiques, sur les systèmes de valeurs. Déontologiques, sur les règles du jeu acceptées par les réseaux considérés. Cet axiome est particulièrement mis en évidence lorsque l'on compare la perception de certaines directions générales concernant les dangers pouvant survenir aux installations exploitées par leur groupe et celle des ingénieurs en charge de leur exploitation. Cet axiome selon G.Y. Kervern est fondateur de l'hyperespace du danger. 5. L'axiome de transformation. Les incidents, accidents et catastrophes sont des symptômes révélateurs des ambiguïtés. Cet axiome est fondateur de la notion de retour d'expérience, REX. L'analyse des incidents et accidents permet de réduire les ambiguïtés syndinogènes par une réorganisation des réseaux d'acteurs sur eux-mêmes. Nous verrons comment, suite à chaque accident technologique majeur, le législateur promulgue de nouveaux textes pour essayer d'améliorer la sûreté de fonctionnement des systèmes en cause. 6. L'axiome de crise. La crise est une désorganisation des réseaux d'acteurs dont l'antidote est l'organisation d'urgence de nouveaux réseaux d'acteurs. Cet axiome est notamment à l'origine de tous les dispositifs d'aide aux victimes. 7. L'axiome d'ago-antagonicité. Toute interaction ou intervention des acteurs comporte deux composantes d'effets opposés. Une composante productrice de danger dite syndinogène et une productrice de sécurité dite syndinolytique. C'est le cas par exemple d'un opérateur qui dans une salle de contrôle suite à une erreur de diagnostic, augmente le débit d'alimentation d'un réacteur chimique, composante syndinogène. Quelques minutes plus tard le chef de car suite à une succession d'alarmes et après réflexion va détecter l'erreur commise et engager les actions correctives qui s'imposent, composante syndinolytique. 1.2.4 Les déficits et dissonances relatives à une situation syndinique. L'axiomatique syndinique précisée et l'hyperespace du danger explicité. Voyons comment et pourquoi peut naître un incident voire un accident. 1.2.4.1 Les lacunes d'hyperespace. Lorsque dans un hyperespace il manque en totalité un des aspects évoqués ci-dessus, on dit qu'il est le siège d'une lacune d'hyperespace. Une telle absence traduit un potentiel de danger très élevé. Ce peut être le cas d'une équipe de car qui perd brusquement la totalité des informations données par les écrans de contrôle, suite à une perte totale des alimentations électriques. Ici il s'agit de l'axe des données et des statistiques. Ce peut être aussi l'absence de finalité, de règles, de modèles ou de valeurs. De telles lacunes d'hyperespace sont généralement rares concernant les systèmes sociotechniques que nous exploitons couramment, mais nous aurons l'occasion d'en rencontrer une avec les irradiés de Forbach. Ces lacunes d'hyperespace sont au nombre de 5, une par axe Kerv, 2007. 1.2.4.2 Les lacunes d'espace. Celles-ci ne doivent pas être confondues avec les lacunes d'hyperespace évoquées ci-dessus. Les lacunes d'espace concernent l'absence ou l'oubli par un acteur d'un élément ou de plusieurs éléments dans un espace donné. En d'autres termes, l'axe est présent mais il est incomplet. Par exemple, concernant l'axe statistique, ce peut être le fait que tout dysfonctionnement d'une certaine gravité ne donne pas lieu à un retour d'expérience, ce qui rend la base de données incomplète. Ce peut être le fait que les documents concernant l'exploitation d'une unité de production donnée ne soient pas systématiquement mis à jour, puis diffusés à toutes les personnes concernées, créant ainsi une lacune d'espace au niveau de l'axe déontologique. Au niveau de l'axe téléologique, ce peut être l'absence de définition d'objectifs clairs aux différents niveaux de l'organisation.
Ces lacunes d'espace sont au nombre de 5, une par axe également Kerv 2007. 1.2.4.3 Les disjonctions. Les disjonctions découlent de la séparation de deux ou plusieurs espaces qui sont solidaires, c'est-à-dire qui présentent un point commun dans l'hyperespace évoqué ci-dessus. En d'autres termes, il s'agit d'une incohérence manifeste entre deux espaces liés. C'est le cas par exemple du respect de certaines règles par certains acteurs en contradiction avec les objectifs poursuivis par l'organisation. Un bon exemple est la pratique suivie dans le tunnel du Mont Blanc avant son incendie. La règle suivie, mais non décrite, consistait lorsque la salle de régulation détectait un dégagement de fumée, signe précurseur d'un incendie, à envoyer dans le tunnel une voiture en reconnaissance, ce qui généralement prenait plusieurs minutes, afin de découvrir quelle en était la cause. Une fois la cause identifiée, la salle de régulation en était informée afin qu'elle puisse lancer les mesures de sécurité qui s'imposaient, à savoir notamment la fermeture des accès au tunnel et l'adaptation du système de ventilation à la situation. Il est clair qu'une telle pratique est en contradiction totale avec une stratégie sécuritaire visant à éteindre dans les plus brefs délais, dans les 3 à 5 minutes, tout départ d'incendie. Autre exemple, vouloir mettre en place une stratégie de restructuration et de réduction des coûts sans tenir compte des risques inhérents aux installations pétrochimiques implantées sur les différents sites du groupe, comme ce fut le cas pour l'explosion de la raffinerie BP de Texas City le 25 mars 2005. Ces disjonctions répertoriées par George-Yves Kervern Kerv 2007 sont au nombre de 8, téléologique versus axiologique, téléologique versus déontologique, téléologique versus épistémique, téléologique versus statistique, axiologique versus déontologique, axiologique versus épistémique, axiologique versus statistique, épistémique versus statistique. 1.2.4.4 Les dégénérescences. Les dégénérescences sont caractérisées par une absence d'ordre, de hiérarchie, ou une inflation non contrôlée dans un espace donné. Ce peut être le trop grand nombre de règles émises dans un temps trop court pour être assimilées par les membres de l'organisation. C'est comme nous le verrons plus loin, ce qui se passe où tout acte commis tend à relever du pénal, y compris le fait de ne pas mettre à leur donner une pièce dans un parc-mètre. Ce peut être l'absence de hiérarchisation entre exigences de sécurité et exigences de production, les premières devant toujours prendre le pas sur les secondes, ce qui est hélas très loin d'être le cas. Elles sont au nombre de 5, une par axe. 1.2.4.5 Les dissonances. Les dissonances résultent de la comparaison, espace par espace, de deux hyperespaces relatifs à deux réseaux d'acteurs identifiés dans la situation syndinique. Elles rendent compte des différences de comportement de chaque réseau d'acteurs vis-à-vis des 5 espaces évoqués ci-dessus. C'est le cas notamment de la société italienne du tunnel du Mont Blanc qui a toujours refusé de mettre en place une équipe et des moyens d'intervention de son côté, alors qu'il était prouvé statistiquement que le vent soufflait environ 300 jours dans le sens Italie-France, alors que côté français la société du tunnel du Mont Blanc avait jugé bon d'en mettre une en place. Cette dissonance a été avec d'autres à l'origine des 34 victimes de l'incendie du tunnel du Mont Blanc. Elles sont également au nombre de 5. 1.2.5 Le concept de déficit systémique syndinogène, DSC. L'étude des enquêtes post-accidentelles a permis de repérer une première liste de causes générales qui se retrouvent dans nombre de catastrophes, causes que G.Y. Kervern, Kerv 2007 désigne sous le nom de déficit systémique syndinogène. Elles sont selon lui d'ordre culturel, organisationnel, managérial et au nombre de 10. 1.2.5.1 Les déficits culturels. Ils permettent de repérer dans l'histoire d'un système, d'une organisation, certains comportements généraux des acteurs, permettant d'expliquer en grande partie pourquoi l'accident a eu lieu. Très souvent ces comportements ont été dénoncés par un ou plusieurs acteurs, mais comme Cassandre, ils n'ont pas été écoutés. Le refoulement collectif de leurs témoignages apparaît pourtant comme un révélateur de danger. 4 types de ces cultures particulières sont à considérer, à savoir la culture d'infaillibilité, DSC1. Le meilleur exemple connu est le mythe de l'insubmersibilité du Titanic. Cette culture d'infaillibilité peut amener les dirigeants d'une entreprise n'ayant jamais eu le moindre incident grave à sous-estimer,
à négliger l'apparition brusque d'un certain nombre de précurseurs dans un secteur donné qui la plupart du temps sont le signe d'une dégradation locale du système et ce, pour plusieurs raisons qu'il aurait été indispensable d'identifier pour éviter que la catastrophe ne se produise. Ce fut le cas récemment pour la plateforme Deepwater Horizon, où personne ne prit au sérieux les multiples alarmes qui apparaissaient pendant les opérations de forage. La culture du simplisme DSC2. Ce déficit se caractérise par un comportement des acteurs du système qui nie la complexité de toute organisation humaine et pense qu'il suffit de promouvoir une nouvelle réglementation, une nouvelle règle pour que le problème soit résolu. Cette culture du simplisme se rencontre souvent lorsque la direction d'une entreprise décide, pour de simples raisons économiques, de sous-traiter toutes les opérations de maintenance, sans avoir au préalable fait une analyse des risques. Celle-ci aurait probablement conduit à montrer que certains systèmes de défense en profondeur et de sauvegarde méritaient une attention toute particulière de fait de leurs impacts sur la sécurité. On retrouve ce déficit dans certains procès, cas du crash du Concorde, où, pour le juge, il aurait suffi de faire telle ou telle modification suite au dernier incident connu pour que le drame soit évité. La culture de non-communication, DSC3. Elle se généralise avec la constitution de grands groupes internationaux et le développement des échanges au niveau de la planète. Ce déficit est par exemple à l'origine de nombre de catastrophes maritimes. Les équipages composés de marins de plusieurs nationalités, pour des raisons économiques, n'ayant même pas une langue de travail commune. C'est le cas notamment lorsque le service des achats, sur la base du cahier des charges des services techniques, retient le moins-disant, sans s'assurer au préalable que l'ensemble des spécifications seront satisfaites et sans mettre en place un contrôle pertinent pour s'en assurer. La culture nombriliste, DSC4. Elle se traduit par un repli sur soi, un défaut de vigilance sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est ce qui s'est passé concernant la centrale de Zer Mile Island, qui n'a pas tenu compte des avertissements de la centrale de Davis Bess. 1.2.5.2 Les déficits organisationnels. Ils sont au nombre de 2. Kerv 2007. La domination du critère productiviste sur le critère sécurité, DSC5. Ce déficit, le plus généralement rencontré, est dû au fait que les exigences de production, de productivité sont permanentes. Il en est très différemment pour les exigences de sécurité. Celles-ci ne se manifestent que suite au dépassement de certains seuils techniques, température, pression, débit, taux d'irradiation, à la perte de redondance fonctionnelle ou de barrières de défense en profondeur, ce qui n'arrive pas quotidiennement loin s'en faut. Nous en verrons plusieurs cas avec les irradiés de Fort-Barr et l'effondrement de la tribune de Furiani. La dilution des responsabilités, DSC6. Ce déficit est souvent dû au fait que les définitions de fonctions au sein de l'entreprise ne sont pas rédigées ou peu précises, que les délégations de pouvoir ne sont pas établies et qu'en conséquence, les postes sont tenus par des personnes n'ayant pas toujours la compétence et l'expérience nécessaires, d'où une dilution générale des responsabilités qui fait que les décisions ne sont pas prises en temps voulu. Ce déficit amène très souvent les juges, comme nous le verrons dans nombre de jugements, à s'interroger sur là où les fonctions réellement tenues par les différentes personnes mises en examen, sur leur pouvoir réel, leurs autonomies de décision afin de pouvoir déterminer leur part de responsabilité. 1.2.5.3 Les déficits managériaux. GY. Kervern en retient 4. Kerv 2007. L'absence de système de retour d'expérience, DSC7. Le retour d'expérience est une voie de connaissance et de progrès très importante, mais qui implique de ne pas rechercher la culpabilité éventuelle des différentes personnes impliquées dans l'incident analysé, si l'on veut comprendre ce qui s'est réellement passé. La parole doit être libre. Chacun doit pouvoir sans crainte décrire les actions qu'il a engagées, même si elles n'étaient pas prévues par les procédures. La mise en évidence des erreurs commises a ici pour objet de comprendre leur genèse dans le but d'en limiter la fréquence, voire de les éliminer. Mais lorsque de telles erreurs entraînent des dommages punissables par la loi, elles deviennent fautes. À noter que la condamnation de dirigeants n'ayant pas tiré les leçons des retours d'expérience suite à l'apparition de plusieurs incidents, cas de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, amène de plus en plus de dirigeants d'entreprises à ne plus développer de tels systèmes pour éviter de donner aux juges des arguments pour les condamner.
L'absence d'une procédure écrite déduite des syndics, DSC 8. Dans les situations que nous examinerons, ce déficit sera rarement rencontré. L'absence d'une formation des personnels au syndic, DSC 9. Il s'agit là d'un déficit souvent lié au déficit de simplisme. Les acteurs connaissent bien le fonctionnement du système autour du point de fonctionnement normal. Mais dès qu'ils s'en éloignent, ils n'ont plus aucun repère et n'ont généralement pas été formés pour faire face à de telles situations, sauf dans certains secteurs particuliers comme l'aéronautique et le nucléaire ou sur simulateur. On leur apprend à faire face à des situations qu'ils ne pourraient jamais rencontrer durant leur vie professionnelle, cas de certains scénarios accidentels très peu probables. Aujourd'hui, dans ces deux secteurs, se dessine une nouvelle approche consistant à préparer les pilotes et les opérateurs à faire face à l'imprévu, notamment en les mettant en relation avec les services extérieurs compétents. L'absence de préparation à la maîtrise des situations de crise, DSC 10. Il s'agit là d'un déficit souvent lié au déficit d'infaillibilité. Se sentant à l'abri de toute crise grave, de toute catastrophe, les acteurs du système n'envisagent même pas que cela puisse se produire. Aussi n'imaginent-ils pas l'importance des boucles de rattrapage, des barrières de défense en profondeur et encore moins de la nécessité de se préparer à gérer une crise grave. 1.3 Le problème des limites et la distinction des ordres. Les principes généraux de la syndic précisés, appliquons-les aux 4 réseaux d'acteurs définis ci-dessus, à savoir les systèmes, législatifs, sociotechniques, judiciaires et victimaires. Mais avant de les analyser et de mettre en exergue leurs interactions, il est important de souligner qu'ils relèvent d'ordres différents. 1.3.1 L'ordre technoscientifique. Reprenons ici les concepts de limite et d'ordre au sens pascalien du terme, développés par le philosophe André Comte-Sponville dans son ouvrage « Le capitalisme est-il moral ?» Comte 2004. L'auteur pose une question à laquelle il est important de répondre. Pourquoi imposer des limites aux technosciences ? Quelles limites pour la biologie ? Quelles limites pour le clonage reproductif appliqué à l'espèce humaine ? À ces questions, la biologie ne répond pas, non parce qu'elle n'est pas assez avancée, au sens où elle pourrait y répondre dans 10 ou 20 ans, elle n'y répond pas, et elle n'y répondra jamais parce que cette question n'est pas la sienne. Tout ce que peut faire la biologie, en tant que science, c'est de nous dire quelle manipulation biologique est techniquement possible et quelle manipulation est techniquement impossible, au moins aujourd'hui. Nous sommes là confrontés à ce qu'André Comte-Sponville appelle un premier ordre, un premier niveau, un premier domaine, avec sa cohérence propre et son indépendance au moins relative. Cet ordre, qu'il nomme technoscientifique, est structuré intérieurement par l'opposition du possible et de l'impossible. Techniquement, il y a ce qu'on peut faire, le possible, et ce qu'on ne peut pas faire, l'impossible. Scientifiquement, il y a ce qu'on peut penser, le possiblement vrai, et ce qu'on ne peut pas penser, le certainement faux. Mais cette frontière interne entre le possible et l'impossible est incapable de limiter l'ordre technoscientifique lui-même. Pourquoi ? Parce que cette limite ne cesse historiquement de se déplacer. C'est ce qu'on appelle le progrès scientifique et technique, qu'il soit faste ou néfaste. Le progrès technologique n'est pas une garantie. Il peut se retourner contre nous, au point de mettre en cause l'existence même de l'humanité, par exemple par le biais des manipulations génétiques, d'une éventuelle guerre nucléaire ou de la pollution, depuis l'effet de serre jusqu'au trou d'ozone, si bien que nous sommes obligés de limiter cet ordre technico-scientifique afin de faire que tout ce qui est scientifiquement pensable et techniquement possible ne soit pas fait pour autant. Et puisque cet ordre est incapable de se limiter lui-même, nous ne pouvons le limiter que de l'extérieur. Comte 2004. 1.3.2 L'ordre juridico-politique. Qu'est-ce qui va venir de l'extérieur, limiter cet ordre technoscientifique ? Un deuxième ordre. L'ordre juridico-politique. Concrètement la loi, l'État. Qu'est-ce qui va nous dire par exemple, si le clonage reproductif ou les manipulations génétiques sur les cellules germinales, qui sont désormais possibles, on a le droit ou pas de les faire ? Réponse, le législateur. La volonté du peuple souverain dans nos démocraties par la médiation de ses représentants. Comte 2004. Cet ordre politico-juridique est structuré intérieurement, par l'opposition du légal et de l'illégal.
Juridiquement, il y a ce que la loi autorise, le légal, et ce que la loi interdit, l'illégal. Politiquement, il y a ceux qui sont en état de faire la loi, la majorité dans nos démocraties parlementaires, et ceux qui ne sont pas en état de la faire, la minorité, l'opposition, Comte 2004. Pourquoi et à quelle fin limiter ce premier ordre technico-scientifique ? À cause des risques qu'une nouvelle découverte pourrait nous faire courir, car le risque n'est que la facette négative des performances nouvellement obtenues. Toute évolution technique apporte un plus, une performance nouvelle, c'est son côté positif, mais aussi, et nous l'oublions trop souvent, des risques nouveaux. C'est l'aspect négatif des choses. Le risque est donc indissociable de la performance réalisée ou réalisable. Construire et exploiter un réseau autoroutier permet, et c'est sa finalité, de faire circuler très vite un très grand nombre de véhicules. Mais lorsqu'une collision ou un carambolage se produit suite à l'absence de vigilance d'un conducteur ou du fait de conditions météo dégradées, brouillard, verglas, le nombre de victimes est généralement plus élevé que sur une route normale. De même, lorsqu'un avion de transport gros porteur, dont les performances sont de plus en plus importantes en nombre de kilomètres parcourus, de passagers transportés appartenant à une flotte dont la fiabilité est supérieure à 10 à 6, s'écrase, le nombre de victimes est très élevé. Il en est de même avec les pétroliers géants et les marées noires. À chaque fois, on dénombre de très nombreuses victimes et d'importantes atteintes à l'environnement. L'ordre public est alors troublé. Pour réduire la probabilité et les conséquences de telles catastrophes, les instances internationales, les États, par l'intermédiaire de leurs représentants, vont légiférer, imposer des lois, des règlements, fixer des normes, des standards qui auront pour effet de limiter les conséquences de tels sinistres. En d'autres termes, cela revient à limiter l'ordre technico-scientifique. Mais il faut noter que cette limitation se fait très rarement a priori comme dans le domaine de la pharmacie ou le nucléaire, mais seulement après la manifestation de dommages bien réels, comme pour l'amiante, les marées noires, les incendies de grands magasins, le sang contaminé, les hormones de croissance, le Mediator aujourd'hui. 1.3.3 L'ordre moral. Une nouvelle question vient à l'esprit. Faut-il ou non limiter ce deuxième ordre juridico-politique par un nouvel ordre ? Le peuple seul, dans une démocratie comme la nôtre, peut décider en dernière instance par la médiation de ses représentants de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Mais le peuple n'en reste pas moins soumis à ses propres lois. Il peut les changer, non les violer, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Comte 2004. Le peuple a-t-il tous les droits ? Plusieurs facteurs viennent limiter sa souveraineté. Le premier relève plutôt de l'ordre 1. En effet, le peuple souverain reste soumis aux lois de la nature. Par exemple, il ne peut voter une loi pour décider que suite aux accords de Grenelle, les réacteurs nucléaires ne devront plus produire de déchets radioactifs à vie longue. De même, il ne peut pas décider que le volume des précipitations annuelles devra compenser les prélèvements effectués sur les nappes phréatiques. Les lois juridiques ne peuvent pas modifier les lois de la physique, de la chimie, de la mécanique. Elles doivent au contraire en tenir compte. Second point, c'est que la morale existe. Autrement dit, le droit n'est pas tout, la politique n'est pas tout, le peuple lui-même n'est pas tout. L'ordre juridico-politique n'est qu'un ordre parmi d'autres, certes autonome, cohérent, mais également limité non pas intérieurement. On peut toujours ajouter une loi à une autre loi, mais de l'extérieur parce que le peuple souverain est tout aussi incapable de modifier une exigence morale qu'une vérité scientifique ou technique. Distinction des ordres. On ne vote pas sur le vrai et le faux ni sur le bien et le mal. Cette limitation de l'ordre 2 par un nouvel ordre qu'André Comte-Sponville nomme l'ordre moral, vaut d'abord pour les individus. Il y a des choses que la loi autorise et que pourtant nous devons nous interdire, d'autres que la loi n'impose pas que nous devons pourtant nous imposer. La morale du point de vue des individus s'ajoute à la loi. La conscience d'un honnête homme est plus exigeante que le législateur. L'individu a plus de devoirs que le citoyen. L'ensemble de ce qui est moralement acceptable, le légitime, est plus restreint que l'ensemble de ce qui est juridiquement envisageable, le légal. Cet ordre est donc structuré intérieurement par l'opposition du bien et du mal, du devoir et de l'interdit. Comte 2004. La morale apparaît comme l'ensemble de nos devoirs, des obligations, des interdits que nous nous imposons à nous-mêmes,
indépendamment de toute récompense ou des sanctions attendues. Ces notions de devoir et de responsabilité sont, comme nous allons le voir par la suite, tout à fait fondamentales et centrales en matière de prévention des risques et de droit pénal. Cet ordre doit-il être limité à son tour ? La réponse d'André Comte-Sponville est qu'il n'a pas besoin de l'être, mais qu'il peut être complété par un autre, l'ordre éthique. Nous rejoignons ici la notion de valeur évoquée ci-dessus. La figure ci-dessous montre comment ces trois ordres s'imbriquent et se contraignent. Les principaux ordres et leurs acteurs. Figure 4. Les principaux ordres et leurs acteurs. 1.4 Conclusion de la partie 1. Nous venons de voir ci-dessus que l'ordre technico-scientifique était limité en partie par l'ordre juridico-politique, lui-même limité par l'ordre moral. Mais ce premier constat n'explicite nullement les relations que ces trois ordres entretiennent entre eux. L'objectif de cette thèse est d'approfondir ces liens afin de comprendre comment ces ordres sont structurés, quelles sont leurs principales caractéristiques, comment ils interagissent les uns sur les autres. Quels sont leurs degrés d'autonomie? Comment chacun d'eux répond aux sollicitations des autres? C'est à toutes ces questions que cette thèse va s'efforcer de répondre afin de combler certaines lacunes méthodologiques et conceptuelles bien identifiées par la littérature, Haas, 2002, Com, 1990, LECL, 2005, et ce en s'appuyant sur les concepts de la syndynique évoqués ci-dessus. À cette fin, nous focaliserons notre attention successivement sur 4 systèmes principaux. Le système législatif, les systèmes sociotechniques complexes, le système judiciaire et le système victimaire. Partie 2. Analyse qualitative des 4 principaux réseaux d'acteurs. Introduction de la partie 2. S'appuyant sur les concepts de la syndynique évoqués ci-dessus, cette partie a pour objet d'analyser les caractéristiques des 4 ensembles d'acteurs impliqués dans toute procédure pénale, à savoir le législateur, système législatif, les concepteurs et exploitants, système sociotechnique, les magistrats, experts, avocats, système judiciaire, les victimes et leurs familles, système victimaire. 5 regards successifs seront portés sur chacun de ces 4 réseaux d'acteurs en interaction permanente. Le regard téléologique aura pour objet de bien comprendre la stratégie et les objectifs poursuivis. Le regard épistémique s'intéressera aux modèles utilisés et mis en œuvre par chacun de ces groupes. Le regard déontologique portera sur les lois, les règlements externes qui leur sont donc imposés, et internes qu'ils se sont donnés, et qui doivent en principe guider leurs actions et comportements. Le regard axiologique s'intéressera aux valeurs défendues par chacun d'eux, valeurs soutenant leur culture propre. Le regard statistique enfin s'efforcera de dégager des éléments chiffrés permettant de juger de la fiabilité et du bien-fondé des actions entreprises par chaque groupe d'acteurs, chacun d'eux pouvant, sur la base des constats effectués, remettre en cause tout ou partie de ses propres modèles. 2.1 Le système législatif. La figure ci-dessous montre les principales relations qui lient le système législatif au système sociotechnique, judiciaire et victimaire. Principales relations entre les principaux réseaux d'acteurs. Figure 5. Principales relations entre le système législatif et les autres systèmes. 2.1.1 Le regard porté sur l'axe téléologique du système législatif. 2.1.1.1 L'évolution de la société. En France, comme dans la plupart des pays démocratiques, le législateur, issu des urnes, a pour mission, pour finalité, de nos jours de défendre les valeurs de la société, de satisfaire l'intérêt public, d'assurer la sécurité des citoyens, de protéger et préserver l'environnement. Aussi doit-il être à l'écoute de leurs attentes, de leurs demandes légitimes. Il doit en permanence détecter, analyser les transformations profondes qui naissent et se développent au sein de la société en fonction des évolutions, des mutations scientifiques, technologiques, économiques, politiques, sociales, internationales. Une fois celles-ci identifiées, il propose de nouvelles lois, en débat, les amende et enfin les vote. C'est ainsi qu'ont été instaurées en 1994 la responsabilité pénale de la personne morale et, le 10 mars 2000, la notion de faute indirecte, pour limiter les attaques dont les maires des communes étaient l'objet, 2 notions très importantes qui seront longuement évoquées au cours de cette thèse.
Cet axe concerne les aspects objectifs et finalités. 2.1.1.2 Les députés. À l'Assemblée, le député participe au travail législatif et au travail de contrôle. Il appartient ainsi obligatoirement à l'une des commissions permanentes, dont le nombre maximum a été porté à 8 depuis la réforme de juillet 2008, chargée de l'examen des textes. Il peut déposer des propositions de loi. En commission puis en séance publique, il peut proposer, par amendement, des modifications au texte examiné et prendre la parole. Les députés ont le pouvoir de dernier mot en cas de désaccord avec les sénateurs, au terme de la navette entre les deux chambres. Après le vote d'une loi, il peut, avec au moins 59 autres députés, saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur la conformité du texte voté avec la Constitution. 2.1.1.3 Les sénateurs. Les sénateurs représentent à la fois leur circonscription, la nation et les Français de l'étranger. Le sénateur a les mêmes pouvoirs législatifs qu'un député, sauf celui du dernier mot en cas de désaccord entre les deux assemblées. Certaines lois particulières nécessitent cependant l'accord du Sénat, lois constitutionnelles et lois organiques concernant le Sénat. En matière de contrôle, le sénateur dispose des mêmes pouvoirs que le député, mais ne peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement. À l'inverse, le Sénat ne peut être dissous. 2.1.2 Le regard porté sur l'aspect épistémique du système législatif. Rappelons que cet axe est celui des représentations et des modèles. En France, comme dans de nombreux pays occidentaux, les acteurs du système législatif font référence au modèle démocratique qui s'oppose aux différents modèles totalitaires qui ont existé et dont certains existent encore. Ce modèle repose pour l'essentiel sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont la source des droits de l'homme. Nous venons de voir comment l'ordre juridico-politique avait pour objet de limiter l'ordre technico-scientifique, lui-même limité en partie par les ordres moral et éthiques. D'un point de vue sindinique, hormis ce modèle général, on peut souligner que cet axe présente une importante lacune, l'absence de modèle plus spécifique qui est probablement à l'origine du foisonnement du législatif actuel. En effet, les parlementaires font évoluer en permanence le corpus de lois en vigueur pour répondre à des aspirations de la société et ce, la plupart du temps en fonction de promesses électorales, indépendamment de toute simulation économique, financière ou sociologique. Un cas typique est le vote de la loi sur les 35 heures, qui s'avéra catastrophique d'un point de vue économique sans pour autant réduire le taux de chômage des jeunes, ce qui en était l'objectif. Autre modèle, le droit pénal a pour objet de punir les actes antisociaux. Par acte antisocial, il faut entendre un acte qui heurte l'intérêt général, c'est-à-dire contraire à des intérêts particuliers. Mais c'est aussi un acte qui entraîne la rupture d'un ou plusieurs liens sociaux, ou qui porte atteinte aux valeurs sociales communément acceptées. La valeur suprême dans nos sociétés est l'homme. L'atteinte à son intégrité ou à sa vie est ce qu'il y a de plus grave. Ce qui explique l'importance des peines prononcées en cas de crime, d'homicide volontaire et involontaire, sans parler des coups et blessures. La deuxième valeur est le droit à la propriété, qui est considéré comme sacré. La troisième, plus récente, est le respect de l'environnement, ce qui explique la profusion de lois édictées pour combattre les pollutions de toute nature, qu'elles proviennent de l'industrie, des véhicules, de l'agriculture. Pour que les individus composant la société soient à même de respecter ces valeurs, le législateur est amené à promulguer deux types de lois. Celles permettant d'organiser la société civile pour qu'elle les respecte. Entrent dans cette catégorie notamment toutes les lois concernant la prévention des risques et celles permettant de réprimer les infractions commises portant atteinte à ces valeurs. La rupture des liens sociaux, l'atteinte à certaines valeurs sociales sont généralement exceptionnelles. C'est notamment le cas lorsqu'un accident technologique majeur se produit. Il n'explose pas sur le territoire français, voire européen, une raffinerie toutes les heures, ni même tous les jours. Les avions gros porteurs ne s'écrasent pas toutes les semaines, ni tous les mois. Il en est de même des collisions ferroviaires. Autre constat, depuis plus d'une cinquantaine d'années, on assiste à une évolution très importante de la société civile, qui se traduit par une intolérance de plus en plus grande vis-à-vis des manquements de toute nature qui peuvent se produire. En d'autres termes, les individus n'acceptent plus aucun manquement à leur égard,
même si les incivilités n'ont jamais été aussi nombreuses et fréquentes. Cet individualisme forcené de la société accroît considérablement le nombre et la variété des conflits. Alors qu'il y a moins d'un siècle, la plupart des conflits se résolvaient dans les tribunaux civils, aujourd'hui ils donnent lieu à des procédures pénales. Les processus, les modèles se sont inversés. Accompagnant, renforçant ce phénomène, le législateur prévoit, même lors de la promulgation de la plupart des nouvelles lois, la possibilité d'une sanction pénale en cas de non-respect de celle-ci. De plus, l'État intervenant, légiférant dans tous les domaines, le travail, l'environnement, la santé, les transports, le logement, le nombre de lois, de règles, d'arrêtés ne cesse de croître de façon vertigineuse. À titre d'exemple, tout récemment un arrêté concernant le travail hyperbare a fait l'objet de plus de 10 pages au journal officiel. Le nombre de règles à appliquer en matière de sécurité, imposées par la loi, est aujourd'hui considérable. C'est ainsi qu'en l'absence d'un modèle de référence validé, le droit pénal, qui devait être un droit d'exception, est devenu un droit de tous les jours. Pour s'en convaincre, il suffit de ne pas payer un parc-mètre, ni les contraventions qui suivront pour se retrouver très rapidement devant un tribunal correctionnel. Le droit pénal est aujourd'hui partout, en embuscade. On ne le voit même plus tellement son usage s'est banalisé. Il plane sur nos têtes, sur celles de tout chef d'entreprise, de tout dirigeant, de tout cadre, de tout agent de maîtrise, de tout opérateur, de tout conducteur. Le risque pénal est une réalité dont il faut prendre conscience. Revenons aux concepts de base qui ont fondé, modélisé le droit pénal. En droit, la sanction vise 4 finalités, valeurs, bénéficiaires. Punir le ou les coupables. Dédommager la victime et ses proches. Protéger la société des agissements dus ou des coupables. Dissuader les imitateurs potentiels. Or, concernant le domaine des accidents technologiques, nous pensons, s'agissant d'acteurs particuliers, à savoir des sociétés, des groupes industriels, des réseaux de transport et de distribution, en un mot des personnes morales, qu'il y a lieu de revenir à l'esprit initial, c'est-à-dire à un droit d'exception, privilégiant la modification des comportements des auteurs défaillants, le développement des responsabilités, l'amélioration des organisations en place, ce qui n'exclut pas bien entendu, si des fautes graves ont été commises, qu'elles soient sanctionnées. Il est dommage qu'avant d'adopter une loi, le législateur ne passe pas par une période d'expérimentation qui permettrait d'en mesurer les effets, de la corriger si nécessaire, en d'autres termes de la modéliser. Cela permettrait probablement de rendre, selon une expression de Madame Chandernagor, la loi moins bavarde, mais plus efficace. 2.1.3 Le regard porté sur l'aspect déontologique du système législatif. Cet axe est relatif à l'aspect des normes, lois, règles et standards. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.